excusez-moi de vous demander pardon. Donc, je m'appelle Milena Touquet, j'ai 23 ans et je suis diplômée de travail social, aide à domicile. Et en fait, ça ne va pas du tout. Je vais changer de lunettes pour vous parler. Ça va beaucoup mieux. Je vais recommencer, je vais reprendre au début. Donc, je m'appelle Andrea, j'ai 33 ans et je suis animateur père dans un groupe d'entraide mutuelle et président d'une association qui s'appelle Le Repère. Et je suis venue ici pour vous parler de comment cette personne qui est entrée sur scène il y a quelques instants est devenue cette personne que je suis aujourd'hui, ce qui s'est passé en l'espace d'une dizaine d'années. Mais avant d'en venir à cette époque-là, il faut que je vous parle de mes valises. Vous avez vu, je suis rentrée super chargée. Les valises, c'est des valises que j'ai portées de ma naissance jusqu'à mes 15 ans. Ça s'est un petit peu accumulé comme ça. Ces valises, elles représentent une famille dysfonctionnelle, avec des problématiques d'inceste, de pédophilie, choses assez graves. Elles représentent également une maladie génétique chronique, rare, orpheline, incurable, qui génère notamment une intersexuation, difficulté d'identité, difficulté de sommeil, difficulté de gestion du stress. Elles représentent encore un haut potentiel intellectuel, pas toujours facile à gérer au quotidien. Elles peuvent représenter aussi un deuil qui s'est fait très tôt, du harcèlement scolaire de la part de camarades, mais aussi de professeurs, et tout un tas de choses qui se sont accumulées comme ça. Et donc, j'ai grandi avec tout ça, et j'ai porté tout ça. À l'âge de l'adolescence, la puberté, comme tous les adolescents, on m'a demandé ce que je voulais faire de ma vie en termes professionnels. Et là, j'ai dit que je voulais aider les autres. C'était l'objectif. C'était surtout moi qui avais besoin d'être aidée, en vérité. Je voulais aider les autres. Et donc, je suis partie mener des études de travail social en économie sociale et familiale. Je pense qu'il y a des gens qui s'y situent. Et j'ai passé 2 ans à étudier plutôt bien. Et j'ai obtenu mon diplôme. Et pendant ces 2 années, j'ai rencontré tout un tas de personnes qui venaient en intervention. C'était le jeudi après-midi, il y avait un petit créneau, des gens du terrain, des travailleurs sociaux, des psychologues, des chargés de projet, des chefs de service, des juristes, etc. Jamais une seule fois une personne concernée par la précarité, par le handicap, le trouble en santé mentale ou quelque situation que ce soit qui nécessite un accompagnement social. Et donc, je suis arrivée à l'âge de 20 ans sur le terrain en ayant beaucoup de connaissances théoriques et aucune connaissance vraiment des publics, en fait. Alors, une chose que je ne vous ai pas dite aussi, je l'ai oublié, je suis désolée, vous ne m'en voudrez pas, il y a un petit peu de stress, c'est que je suis et j'ai toujours été artiste. C'est quelque chose qui fait partie de moi, voilà. Je me suis rendu compte qu'il y avait eu un petit souci. Ça se voit à la paire de chaussures également. Voilà. Et donc, en fait, j'ai commencé cette carrière par de l'aide à domicile. Parce que c'était là que j'avais envie de commencer, parce que ça me semblait pertinent, parce que je manquais de ce contact avec l'autre. Et donc, j'ai été aide à domicile pendant quelques années. Et cette fonction, on va dire, m'a apporté un tas de choses et m'a surtout apporté énormément de précarité. Aide à domicile, c'est un métier hyper précaire. Pas que, alors précaire, on entend le pécunier, pas seulement. La précarité de l'aide à domicile, c'est aussi une précarité psychique, puisqu'on est confronté à des choses épouvantables. On rentre chez les gens, on manipule des corps de personnes qui souffrent, de personnes qui sont malades, de personnes qui sont en fin de vie. On voit des personnes qui décèdent, des personnes âgées,
des personnes plus jeunes, des enfants. Et puis, quand on rentre chez soi le soir, eh bien, on n'a pas d'accompagnement pour nous. Hein. Nous, on accompagne les autres, mais pour nous, il n'y a pas. Donc, psychiquement, c'est difficile, psychiquement, c'est précaire. Physiquement, puisque quand on fait des toilettes, etc., on porte des gens, c'est quelque chose physiquement. Bon, à l'époque, en plus, j'étais comme ça. C'est épuisant. Et puis, il y a le côté financier. Et moi, je vais vous raconter quelque chose. À l'époque, mon salaire était très très bas, comme tous les salaires des aides à domicile. Je ne pouvais pas travailler à temps plein. On ne travaille pas à temps plein quand on est aide à domicile. C'est pas possible, hein, ni physiquement ni psychiquement, comme je vous l'expliquais tout de suite. Et donc, ce qui se passait, c'est que mon salaire n'était pas assez élevé. Mon salaire me permettait de payer mon loyer et mes charges. Mais quand on a payé son loyer et ses charges, il faut aussi manger. C'est important, surtout quand on fait un travail très physique, il faut bien manger. Et donc, pour manger, n'ayant pas d'argent, le soir, quand je rentrais du travail, j'arrivais à la maison, puis vous voyez ça, capuche. Celle-là, elle n'est pas très très grande. Généralement, j'en mettais une plus grande. Je pouvais bien cacher comme ça parce que je retournais là où j'avais travaillé précédemment, là où je pouvais croiser des gens que j'accompagnais éventuellement, avec un chien, avec mon chien. Et je me posais au pied d'un magasin et je faisais la manche. Alors que je travaillais. Alors que j'étais épuisée. Voilà. Je vais renlever la capuche. Dans ce contexte-là, comment on tient? Avec tout ça, hein. Quand on s'est rajouté le lourd poids d'un sac supplémentaire, précarité totale, on ne tient pas en fait. Il y a un moment où on s'effondre, il y a un moment, pour moi en fait, ça a été une agression sur mon lieu de travail. Une personne que j'aidais, que je soignais, qui s'est retournée contre moi, qui m'a agressée. Et à ce moment-là, je me suis effondrée sur moi-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous verrez que les dessins vont changer. Ça veut dire que je me suis retrouvée dans un état d'anxiété permanent, ce qu'on appelle le trouble anxieux généralisé, on va peut-être parler à certains. Donc mon territoire, on va dire, hein, c'est vraiment animal, hein, c'est restreint, progressivement. D'abord, j'ai commencé à plus pouvoir prendre la voiture, progressivement, puis après, je ne pouvais plus sortir au-delà de mon bourg, puis mon quartier, ma rue, ma maison, ma chambre, mon lit. Quand je dis je ne pouvais plus, c'était le malaise systématique. Un vrai malaise, hein, on ne parle pas de quelque chose, c'était physique. Hein. Et en fait, on ne comprend pas hein, ce qui nous arrive. Mais en même temps, c'est bien normal que ça arrive. Et du coup, comment on affronte ça? On affronte difficilement, on n'affronte pas, on fait ce qu'on peut, on bidouille, mais ça prend de la place. Et donc, moi, je me suis retrouvée, alors un petit peu, j'ai eu la chance de pouvoir atterrir, c'est ce que je dis, chez quelqu'un de mon entourage qui a pris un petit peu soin de moi, mais qui, l'entourage, on le sait, n'est jamais la bonne personne pour aider quelqu'un qui est dans une telle souffrance. Et donc, j'ai vu aussi des médecins, et il y a un généraliste un jour qui m'a dit, écoutez, moi, je ne peux rien faire de plus pour vous parce que vous relevez de la psychiatrie. Et il avait raison. C'était un peu maladroit dans la formulation, mais il avait raison. Seulement moi, pétoche un peu, hein, quand même, psychiatrie, vol au-dessus d'un nid de coucou, tout ça. Bon, après, je connaissais un petit peu le domaine de la psychiatrie puisque j'avais été aide à domicile. C'était pas tellement plus rassurant. Donc, beaucoup d'anxiété par rapport à ça, mais en même temps, à un moment donné, quand vous êtes coincé dans un lit en permanence, que vous êtes plus capable ni de dormir, ni de manger, que vous n'arrivez plus à rien, que vous avez perdu, à ce moment-là, pour moi, le logement, le travail, évidemment, les relations sociales, puisqu'on n'a pas de relations sociales au fond d'un lit, on est bien d'accord. Vous avez perdu l'autonomie,
puisqu'aller faire des courses quand on est coincé au fond de son lit, par exemple, aller faire des démarches, etc. Vous avez perdu déjà beaucoup de choses, et à un moment donné, vous vous dites, je me dis, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, ok, je vais aller voir un psychiatre. Et là, je rentre dans le fabuleux monde de la psychiatrie. Je rentre dans un monde un petit peu particulier, avec, je vous le dis, pétoche, sur une hospitalisation qui va durer 8 mois. C'est long, 8 mois. Mais à ce moment-là, comme je vous le dis, j'ai plus de domicile. Donc, je suis domiciliée à l'hôpital psychiatrique. Et donc, on va rentrer dans une espèce de logique de soins, un peu perverse comme ça, où en fait la réponse à cette souffrance-là, elle tient sur un feuillet qui fait la longueur de mon bras, c'est une ordonnance. Une ordonnance avec un médicament pour chaque symptôme, un médicament pour traiter les effets secondaires de chaque premier médicament, un médicament pour traiter les effets secondaires de chaque médicament juste avant, et une liste d'une vingtaine de molécules. J'ai 24 ans. J'ai 24 ans et je suis totalement zombieisée par tous ces médicaments qu'on me prescrit. Alors en plus, c'est des médicaments qui font un petit peu grossir, beaucoup, et qui laissent voilà, dans un état un petit peu bon. Et en fait, vous vous rappelez tout ce que j'ai perdu déjà? Là, je pensais évoluer. En fait, non. Je perds ma capacité à réfléchir. Je perds mes sentiments. Parce que pour ne plus ressentir la douleur, on me coupe tous les autres sentiments, on me coupe tout. On me dépossède totalement de mon histoire. Ça, vous inquiétez pas, on va le prendre en charge. En charge. On va vous prendre en charge. Je suis une charge. Voilà ce qui se passe. Alors, il va se passer tout un tas de choses si je devais vraiment parler de toute mon expérience, parce que j'ai fait 18 mois d'hôpital psychiatrique en tout et pour tout. Je pense qu'on pourrait y passer tout l'après-midi, mais mes petits camarades doivent passer après moi, donc on va y aller avec une anecdote, simplement. Une anecdote qui est très révélatrice des difficultés qu'on rencontre dans ce monde de la psychiatrie. Cette anecdote, elle se produit un samedi après-midi dans une unité de soins psychiatriques. Nous sommes 25 personnes hospitalisées avec une très grande souffrance. Quand on est à l'hôpital, c'est que on a cette souffrance psychique, mais au-delà de ça, cette souffrance, elle est vraiment en exergue à ce moment-là. Et donc, on est 25, il y a 2 infirmiers sur site, dans le service. Alors clairement, j'ai été du côté des soignants avant, 2 personnes, 2 professionnels, pour 25 personnes en grande souffrance psychique, ça ne peut pas fonctionner. Et moi, je suis là, et moi, j'ai mal. Quand j'ai mal, ça s'exprime. J'ai mal psychiquement, on s'entend bien. Je ne suis pas bien, il y a quelque chose qui déborde, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas d'interlocuteur. Donc, j'essaye de dessiner un petit peu, j'essaye de faire 2-3 choses. Et puis, ça passe pas. Donc, à un moment donné, ça se manifeste, comme ça se manifeste chez beaucoup de gens qui souffrent, par de l'automutilation. Donc je m'automutile, j'ai fait des beaux dessins par-dessus depuis. Et voilà, à ce moment-là, là, les infirmiers interviennent. Et là, la réponse, elle est simple. On passe au premier soin, ce qui est tout à fait logique. Et on appelle le médecin psychiatre. Quand il y a eu un acte comme ça, on appelle le médecin psychiatre. Et donc le médecin psychiatre arrive et il intervient selon son protocole en 3 étapes. Et c'est là, je vous laisse découvrir les 3 étapes du protocole. Première étape, le sermon. Ah, c'est pas bien ce que vous avez fait. Alors, le sermon. Deuxième étape, la médication. Vous vous êtes fait du mal, donc ça veut dire que votre traitement n'est pas assez fort. Allez, on va tripler les neuroleptiques, on rajoute un peu d'antidépresseurs, on en remet une couche par-ci, une couche par-là.
comme si on soignait une jambe cassée avec du paracétamol. Vous avez encore mal, on va vous en rajouter. Bon, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est la punition par privation. C'est-à-dire que je suis hospitalisée dans une petite chambre avec des murs blancs, une petite chambre qui fait 6-7 mètres carrés, avec une petite salle de bain. Et dans cette chambre, il y a un placard qui ferme à clé. Et dans ce placard, il y a 4 étagères. Et dans ce placard, on va mettre la totalité de mes affaires, de toilette, pour m'habiller, mais aussi mes crayons, mes feuilles, tout ce qui me permet de m'exprimer. On va le mettre dedans, on va fermer à clé, et la clé, c'est pas moi qui la garde, c'est l'infirmier. Donc on me prive de ce qui me reste. On se rappelle qu'à ce moment-là, je suis domiciliée à l'hôpital, plus de travail, plus de relations sociales, plus d'autonomie, plus tellement de sentiments, plus rien. Lyophilisée. Rien. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous croyez que j'avais besoin d'être sermonnée à ce moment-là, d'être médiquée, surmédiquée, et d'être privée de ce qui me restait? Est-ce que c'était ça dont j'avais besoin? Non. J'avais besoin d'être entendue, j'avais besoin d'être écoutée, qu'on écoute cette souffrance, qu'on la laisse s'exprimer. Mais vous comprenez bien que 2 infirmiers pour 25 personnes, c'était pas possible. Ils n'avaient pas le temps de m'écouter. Et quand quelquefois on arrivait à trouver l'écoute, et il y a vraiment des gens formidables, il ne faut pas non plus cracher sur la psychiatrie, il y a des gens formidables, des professionnels exceptionnels qui ont écouté. C'est vrai que quelquefois, ça aurait manqué d'un peu de vécu. Vous voyez où je veux en venir? Un père aidant, quelqu'un qui aurait été là pour écouter, et rien que ça aurait été pas mal. Bon, là-dessus, voilà, il s'est passé plein de choses, la psychiatrie, et puis moi, progressivement, j'ai vu des gens mourir. C'est un peu dur, ce que je vous dis, mais des gens de mon âge, je les ai vus mourir. Se suicider, quelques-uns. Overdose, mauvais dosage de médicaments, vieillissement prématuré du corps, j'ai vu des gens mourir. J'ai vu des gens se disloquer comme ça. Progressivement, des gens que j'avais connus très bien, et qui quelques années après, ou quelques mois après, étaient décédés. Et je savais que je prenais ce chemin-là, et je savais que d'ici peu de temps, je serais moi aussi plus là, à force. J'avais besoin d'un déclic, de quelque chose. Je le savais, mais j'étais incapable de réagir. Surmédiquée. Il y avait toujours tout ça qui m'attendait. On l'avait pris en charge pour moi, mais ça m'attendait. Je le savais que ça m'attendait, que voilà, ça allait être compliqué. Et en fait, il s'est juste produit une rencontre, à un moment. Une belle rencontre. Peut-être aujourd'hui la plus belle rencontre de ma vie. J'ai rencontré quelqu'un que certainement beaucoup d'entre vous ont rencontré aussi, qui s'appelle Jean-Yves Ropers, et qui m'a embarqué dans une histoire fabuleuse, sur un groupe de travail qui voulait travailler sur la participation des usagers à leur parcours de soins. On peut participer? J'ai le droit de participer. Ça, c'était pas un truc qu'on m'avait dit, quoi. Pour moi, on prend en charge. Je peux participer. Et donc là, j'ai appris que mes grosses valises, mes sacs, etc., en fait, j'étais en droit d'y toucher. J'étais en droit de les ouvrir, peut-être d'en alléger une partie, éviter de les laisser tomber, c'est pas mal aussi. Et puis peut-être de les ranger à ma manière, autrement, parce que finalement, je les portais peut-être pas bien. Finalement, il y avait peut-être d'autres manières de faire, etc. Et parmi, je fais un peu de bruit, parmi ces manières de faire, il y avait la père aidante. Et là, j'ai découvert un truc fabuleux qui a fait tilt dans ma tête, ce terme père aidance. Ça voulait dire que ce que j'avais vécu jusqu'ici, toutes ces difficultés, celles-là, les quelques années de psychiatrie, tout ce que je vous ai raconté là, j'avais le droit d'en faire quelque chose. Non seulement je pouvais vivre avec, mais j'avais le droit d'en faire quelque chose. Et moi, j'ai pris les choses à bras-le-corps. Et j'ai eu la chance aussi
de pouvoir débuter dans un groupe d'entraide mutuelle en service civique au départ. Ce groupe d'entraide mutuelle, j'y ai été en tant qu'adhérent pendant quelques temps. Et puis, j'ai commencé le service civique et j'ai changé de lunettes au début. C'était volontaire. Ça, c'est les lunettes du travailleur social. Je voyais très bien avec. Ça, c'est les lunettes du père aidant. On a besoin des deux. Aujourd'hui, je travaille en binôme avec une animatrice. On est très complémentaires. Ça se passe très très bien. Ça fait 3 ans maintenant que je travaille avec elle, avec différents statuts. Et moi, mon idée, c'est de pouvoir apporter aux adhérents un autre regard, comme ça, le regard de la personne qui est passée par là où ils sont passés, par là où peut-être ils passent maintenant. C'est d'apporter un regard différent. Je suis un petit peu émue aujourd'hui parce que j'ai appris hier que j'allais être augmentée de mon temps de travail parce que je suis à temps partiel. Je serai toujours précaire. Aujourd'hui, j'ai compris, j'ai accepté. La précarité, elle fait partie de ça. Elle en fera toujours partie. Malgré tout, on m'a annoncé que voilà, j'allais être augmentée de mon temps de travail. Ça veut dire que ce que je fais convient, que ce que je fais est positif. Donc il y a le travail. Et le travail, en fait, pour faire de la pérédance, toutes les valises avec lesquelles je suis arrivée, je les ai transformées en un bagage. Voilà. Ça, c'est mon bagage. Il y a des gens dans leur bagage qui ont des diplômes hyper intéressants, avec beaucoup de savoir, etc. Moi, dans mon bagage, il y a toute mon expérience. Dans mon bagage, il y a la famille dysfonctionnelle, il y a la maladie que j'ai encore aujourd'hui, il y a la précarité, il y a tout ça. Et j'amène ça avec moi. Et puis, il y a eu l'association Le Repère, je vais quand même en toucher un petit mot, qui s'est créée en fait de par le service civique. Vous savez, ceux qui connaissent le service civique, il faut avoir un projet quand on fait un service civique. Et moi, le projet professionnel était tout tracé pour moi. Je voulais faire de la pérédance. Ça avait fait tilt, c'était ça. Et en fin de compte, je me suis dit, plutôt que de mener un projet professionnel, je vais faire une association. On est plusieurs dans le coin à avoir envie de faire des choses, à avoir envie de faire de la pérédance, bénévole, professionnel. On va se structurer. On va faire une association pour être plus forts ensemble, pour promouvoir la pérédance, pour venir en parler comme on le fait aujourd'hui, pour aider à ce qu'elle se développe bénévolement, professionnellement. Et on va aussi, aujourd'hui, alors c'était pas prévu au départ, aujourd'hui on en est au point de parler de monter une plateforme du travail pair. C'est énorme. C'est une évolution que moi-même je n'aurais pas imaginé au tout début de l'association. Ça veut dire qu'on a notre place et c'est quelque chose qui est amené à se poursuivre. Et moi, j'en suis très fière. J'en suis très fière. On parraine aussi un groupe d'entraide mutuelle aujourd'hui. On a proposé des formations, premiers secours en santé mentale à des bénévoles et adhérents d'associations, parce que c'est une formation qui coûte un petit prix, par exemple. Donc, c'est intéressant de pouvoir la proposer à des gens qui ont moins les moyens de se la payer. Et voilà, en tout cas, on se développe énormément et j'en suis très fière. Maintenant, je vais terminer mon petit laïus en vous interrogeant. Moi, je me présente aujourd'hui à vous avec mon gros bagage et j'aimerais savoir, enfin, vous interroger en tout cas, est-ce que vous, professionnels, personnes concernées, partenaires, vous êtes prêts demain à nous voir arriver, nous, pères aidants professionnels, en voie de professionnalisation, avec une volonté de professionnalisation, avec ce bagage différent. Merci de m'avoir écouté.